Je dis mes invités distingués, Jack Bobo, Catherine Verbeeker, à me rejoindre ici. Et nous avons M. Silvio Popovici qui est en ligne. Est-ce que vous nous entendez? Il faut que vous branchez votre micro. Nous ne vous entendons pas à Bruxelles. Bon, je vais vous laisser avec l'équipe technique et je reviendrai à vous dans quelques instants. Et entre-temps, je vais saisir l'occasion d'inviter mes invités ici. Jack Bobo était, bon, son poste actuel. Venez d'être nommé directeur de la politique globale en matière d'eau et d'alimentation. C'est un des partenaires. Et vous étiez PDG de sécurité, auteur du livre Why Smart People Make Bad Food Choices. Et ça va certainement avoir une incidence sur notre conversation. Vous étiez officier de communication, vice-président de la politique globale, des affaires gouvernementales à Intrexon. Bon, c'est un des chefs de file dans ce domaine. Avant d'arriver à Intrexon, il était au département d'État pendant 13 ans. Il était conseiller pour la politique globale alimentaire. Vous êtes un avocat avec un... vous avez travaillé dans la biologie, vous avez des diplômes dans plusieurs branches scientifiques et... vous avez fait plus de 5000 discours sur l'avenir de l'alimentation. Nous nous réjouissons de votre intervention. And also Catherine Verbeeker, Catherine Verbeeker, avec une expérience de 17 ans dans le système d'alimentation durable, un rôle clé pour établir des systèmes locaux, durables, ici en Belgique. Elle a commencé comme entrepreneur social il y a 2 ans. Elle a mené l'équipe de durabilité d'un détaillant et a développé la politique alimentaire de Gand qui a reçu qui a été récompensée par les Nations Unies, des solutions. Vous travaillez sur les solutions liées à la nourriture locale et les chaînes d'approvisionnement courtes, les déchets alimentaires, le monitoring et l'agriculture urbaine. Son organisation développe de nouvelles solutions dans le partenariat et la collaboration avec les différentes parties prenantes. C'est intéressant que dans les secteurs profit et non profit. Bienvenue Catherine. Dans des associations sans but lucratif et des associations avec but lucratif. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons à Bruxelles. Vous êtes en ligne cet après-midi pour vous présenter au forum. Vous êtes devenu le chef de PepsiCo Europe en 2019. PepsiCo est aussi un des partenaires du forum. Avant cela, vous étiez le président l'association en Afrique sous-saharienne jusqu'en mars 2019, en Russie, en Ukraine, et le CIF. Pendant 2 ans et avant cela, 3 ans, comme président. Pour dire que vous gérez un programme aussi en business management à Harvard. Vous avez commencé avec vous, comme dans les discussions précédentes, je vous invite à faire une brève déclaration pour nous donner une idée de ce thème concernant l'accès au choix d'alimentation sain. Vous avez 5 ou 6 minutes. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je viens de découvrir le bouton mute. Je suis optimiste parce que je vois que du point de vue de l'alimentation saine, je pense qu'il n'y a pas de discussion.
I'm going to interrupt you very briefly. You're breaking up on us. Bon, on ne vous entend pas, malheureusement. On n'entend que la moitié. Il y a un problème. Mais bon, vous pourrez peut-être vous rapprocher un petit peu du micro. Right. Can you hear me now? Yeah, you're clearer now, Ivan. Yeah. So stay where you are. Stay put. Okay, so Je suis optimiste. Nous sommes bien placés. Nous avons un consommateur qui recherche une alimentation plus saine. transform the industry and to make products healthier, and we have for the farmers. And of course, if you add to this the farm to fork strategy, it's a great ecosystem that is pushing the food and beverage industry to transform. And every company, a lot of companies in the Non, on ne va pas raconter des... very strong commitments. And Notre stratégie est axée sur une chaîne de valeur positive et les choix positifs, car nous voyons tous que le consommateur doit faire un compromis lorsqu'il choisit différentes choses et on peut les aider. Alors, ce qui se passe, c'est la recherche et le développement complété par le bon niveau de technologie. Et ces produits, bon, je suis très optimiste concernant cette transformation. Bon, nous allons revenir avec quelques questions dans quelques instants. L'équipe technique pourrait peut-être aider parce qu'on n'entend pas très bien. Je vais revenir dans quelques instants. D'abord, Jack, ce livre que vous avez écrit l'année dernière lorsque nous étions en train de nous rester chez nous, le travail à distance, vous avez fait un livre en 2021. Pourquoi est-ce que les gens intelligents font des mauvais choix en alimentation? Intégrer peut-être l'idée que les conclusions que vous avez tirées de votre recherche, oui, c'est un plaisir d'être là. C'est l'occasion d'y être. Bon, la raison pour laquelle j'ai écrit le livre, c'était la question qui est pourquoi, à certains moments, nous n'avons jamais connu plus sur la santé et la nutrition dans l'histoire de la planète. Nous n'avons jamais été plus négligents. Vous pouvez acheter acheter des choses beaucoup plus saines. Pourquoi nous n'avons pas été plus obèses avant, alors que le commissaire a parlé du problème dans le cas de l'Europe. Aux États-Unis, 42% des Américains sont obèses, 75% ont trop de poids ou obèses. Ce sera 50% en 2030 si nous n'agissons pas. Certains d'entre vous pensaient peut-être que ça, c'est l'Amérique. Le problème est que si nous revenons à 1970, le niveau d'obésité était inférieur à l'Europe. Donc, c'est quelque chose qui s'est produit pendant une génération. C'est ça le défi, que les choses ont empiré si rapidement. Mais cela suggère aussi que les choses pourraient s'améliorer rapidement si nous pouvions trouver une solution. Nous avons beaucoup parlé d'information, mais ce dont je parle dans le livre, c'est la psychologie, les forces environnementales qui créent le problème. Pour nous, si nous savions plus, si nous avions de meilleurs choix, pourquoi nous sommes obèses? Il y a tellement de choses qui ont changé, c'est l'environnement alimentaire, mais on se concentre sur les différents nutritifs, le sucre, etc., dans l'alimentation, dans la nourriture. Mais si vous regardez le nombre de calories consommées par les Américains aujourd'hui, c'est à peu près 20% de plus que ce qu'ils mangeaient en 70. Mais si vous mangez 20% de plus de n'importe quoi, vous allez certainement prendre un peu de poids. Le problème, c'est produit dans peu de temps. Et parfois, ça revient à une personne, David Wallerstein, dans les années 60. Il travaillait au cinéma, il vendait plus il a tout essayé pour que les Américains mangent plus. Et finalement, il a dit, et si je leur donnais plus? Alors, il a inventé le jumbo. Alors, les ventes ont démarré. Personne n'avait jamais pensé à cela. Ça faisait 10 000 ans. Il est
allé travailler pour une petite boîte qui s'appelait McDonald's. Il a convaincu le fondateur d'offrir un grand paquet de frites. Et cela est arrivé en 72. Mais ce qu'il y a, c'est que les choses ont changé, mais radicalement. Et nous ne savons même pas ce que c'est une portion pour un adulte. Si vous alliez à McDonald's, il fallait commander le repas pour les enfants. Bon, pour être proche, mais j'ai 50% de plus maintenant de soda dans les boissons qu'en 55. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre environnement. Donc, la dernière partie du livre est comment est-ce que nous utilisons ce que nous avons appris sur la science comportementale pour remodeler notre environnement, pour que tous les jours, vous perdez un tout petit peu de poids et d'ici 20 ou 30 ans, nous aurons perdu une quinzaine de kilos. Personne ne sait comment ça s'est fait, mais voilà. Nous allons retourner à ces thèmes tout à l'heure, mais c'est difficile, la culture, l'environnement alimentaire, les choses ont tellement changé qu'on fait de mauvais choix. Nous allons maintenant passer à Catherine Verbeek. Vous pourrez peut-être parler de cette initiative et comment vous engagez avec le conseil, les autorités gantoises et comment cela peut se faire aussi à Anvers. J'ai travaillé au niveau du gouvernement local et je travaille aussi de manière indépendante dans la chaîne d'approvisionnement. Je regarde ça de manière holistique et je cherche les liens qui manquent. J'essaie de construire une connexion. Et c'est mentionné de part et d'autre. Mais il y a des lacunes dans le système. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ils ont même peur de parler aux grands joueurs. Donc, j'ai parlé aux deux côtés. J'essaie de faire des ponts et co-créer des solutions. Il s'agit de construire des relations et de renforcer le respect. So I developed one of the first urban food policies, the first one in Belgium, one of the first in Europe for the city of Ghent 10 years ago. And you've seen cities step up, taking the lead government-wise. And it's interesting. And it's interesting to see why have cities taken up this role. And I see two things. One is finance is not the bottom line of a city. The end game of a city is not making money for shareholders. It's about well-being of their citizens. That's what it's about. So money is a tool for a city, money is a tool for a government. It's not the end game. So that is fundamentally a different approach. And I would love to see more companies using that same approach. That's one thing. Two is cities are close to their local ecosystem. So they still have this relationship with their citizens, with the supermarket owners, with the store managers, with the chefs, etc. They're close to their people. And the farther you get, the longer your chain in different ways, the more anonymous it gets. And that brings me back to the point of Per this morning, from the point of distance. And a city is not distant. A city is much closer in the system. So it's much easier for them, or it makes much more sense to start from these closer and thus more respectful relationships to build the right solutions. And for me, one of the real issues food is. Pour moi, on en a parlé ce matin. C'est une question d'argent. L'argent va vers les agriculteurs qui vendent du sucre ou d'autres denrées alimentaires. J'aimerais voir des entreprises qui trouvent des solutions, qui utilisent leur intelligence pour trouver des solutions. Nous avons besoin de ces entreprises, nous avons besoin de meilleures personnes, nous avons besoin de bonne logistique, nous avons besoin de réseaux tels que cela. Nous avons de tout cela pour que ça fonctionne correctement. Il faut donc penser en termes d'objectifs pour trouver les meilleures solutions possibles. Très bien. Silvio, sur ce dernier point soulevé par Catherine, quelle est la responsabilité des industries, de l'industrie alimentaire vis-à-vis des consommateurs? PepsiCo
à bien sûr différents produits, des boissons pétillantes, il y a Pepsi Max. Qu'est-ce qui, dans ce débat, influence les consommateurs et les pousse à changer de comportement, les pousse vers des solutions meilleures pour leur santé? Je pense que la responsabilité a plusieurs... les industries, pardon, a plusieurs responsabilités. Suivre les demandes des consommateurs et les influencer vers des choix plus sains. On voit qu'il y a eu une inversion. 80-90% contenaient du sucre. Maintenant, 80-90% des boissons au Royaume-Uni n'en contiennent plus. La taxe sur le sucre qui a été introduite il y a quelques années pousse encore plus les consommateurs vers des boissons sans sucre. Je pense que dans les 10 années à venir, 100% des sodas ne contiendront plus de sucre. Et cela fait maintenant également longtemps que nous travaillons avec les départements de recherche et développement pour enlever l'ensemble des conservateurs et de goûts arômes artificiels des boissons. Nous serons donc prêts. On peut également envisager la même chose pour les snacks, pour les encas. Notre objectif est de créer un secteur d'1 milliard de dollars dans les années à venir, alors que ce secteur est particulièrement petit chez PepsiCo. Le consommateur va lui-même vers des choix plus stables, vers des choix plus sains. La réduction du sucre dans une canette de soda, je ne pense pas que ça rende le produit sain. On en a beaucoup entendu parler pendant la Covid, des personnes qui souffraient de diabète, des personnes qui avaient des maladies cardiaques, qui ont consommé énormément de viande, de produits préparés et qui ont fait augmenter le nombre de maladies. Produits que nous consommons pourtant déjà depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que votre entreprise a fait pour lutter contre cela? Jack, je vous donnerai ensuite la parole. Qu'a fait votre entreprise pour réduire l'impact sur la santé des consommateurs? Un autre point, si vous me le permettez, nous avons également le contrôle des portions, le contrôle des quantités qui ne dépassent pas les 100 calories et qui permettent aux consommateurs de ne pas dépasser un certain nombre de calories lorsqu'ils mangent un encas. Nous sommes également de fervents défenseurs de la mise en place du système Nutri-Score. On peut voir la nourriture comme plus ou moins saine et on constate également qu'une grande partie de nos produits, des produits de notre portefeuille ont un Nutri-Score A ou B. Si ces produits et si cette tendance continue, je pense que ça permettra vraiment d'avoir une différence sur les habitudes des consommateurs. Une question vient d'être posée et je vais profiter de vous la poser tant que la connexion est bonne. Miller Robson posait la question de savoir comment rendons-nous les aliments et la nourriture saine accessibles aux personnes qui n'ont pas d'argent et qui n'arrivent même pas à mettre des épinards dans la marmite. Jack, la question peut peut-être vous être posée en premier. Comment s'assurer que aux États-Unis ou en Europe, les personnes aient accès à des ingrédients sains lorsqu'ils n'ont pas d'argent pour se payer la nourriture? C'est très important de se poser cette question. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a une heure en discussion au sujet du vrai coût. Or, le vrai coût va certainement avoir un impact haussier sur le prix des ingrédients. Il faut être conscient que l'amélioration de la qualité va généralement se traduire par une augmentation du prix et pousser les habitants les plus paupérisés vers des ingrédients de moindre qualité. Il faudra penser à plusieurs choses en même temps. Aux États-Unis, par exemple, les assurances
s'intéresse à ces aspects-là. Et on parle plus simplement de la pauvreté, mais également de la santé, des prescriptions qui sont parfois données pour la consommation de fruits et de légumes. C'est assez ennuyeux, n'est-ce pas? C'est quel triste reflet de notre société. Constater qu'il faut aller chez le médecin pour prendre des fruits et des légumes. Oui, mais on a pu constater que Google, notamment, a travaillé avec d'autres organisations pour les chefs 72 heures de manière à ce qu'ils puissent mieux faire leur métier, qu'ils donnent davantage de brillance et d'éclat aux fruits et aux légumes pour que les personnes les choisissent dans leur régime alimentaire. Et une grosse partie d'assiette des consommateurs lambda va ainsi devenir plus saine, non pas parce qu'ils doivent le faire, mais parce qu'ils souhaitent le faire. Silvio, et je passerai ensuite la parole à Catherine. J'ai lu votre article dans le Financial Times et il y avait ensuite un commentaire sous cet article où vous disiez que PepsiCo était positif. Vous y disiez que les entreprises telles que PepsiCo devaient s'adresser plus rapidement aux fournisseurs pour soutenir la mise en place d'un système sain, et ce, jusqu'à la base. Avez-vous accès à des données pour étayer ces décisions? On parle souvent de greenwashing en tant que conglomérat international, en tant qu'entreprise. Est-ce que vous avez accès à des données au niveau de vos fournisseurs? Oui, un commentaire. Les consommateurs ne vont pas troquer leur goût, le côté pratique et la valeur. Et c'est très important de le garder à l'esprit. Lorsque nous essayons de pousser les consommateurs vers des choix plus sains, nous devons nous assurer que la nourriture est bonne pour la santé et qu'elle est bonne, tout simplement. C'est très important pour la décision des consommateurs. Pour revenir à votre discussion et à votre question, nous avons des données en amont. Nous sommes en contact direct avec les agriculteurs de produits que nous utilisons dans notre portefeuille. Les oranges, les pommes de terre par exemple. Pour les autres, nous n'avons pas d'accès direct aux données. Et c'est parfois extrêmement difficile pour nous de gérer cette situation. On s'intègre de plus en plus avec nos différents fournisseurs. Et on a également commencé à travailler à la stabilité des prix. C'est essentiel. Mais il y a des exemples de situations où nous pouvons bénéficier d'une bonne visibilité tout au long de la chaîne de valeur. Qu'en est-il de la consommation d'eau, la consommation durable de l'eau? C'est une question qui n'a pas été souvent soulevée lors de ce forum. PepsiCo utilise énormément d'eau. Des entreprises telles que PepsiCo utilisent énormément d'eau. Qu'en est-il du recyclage, par exemple? Oui. Nous pouvons vraiment saisir tout un tas d'opportunités dans la manière dont nous gérons l'eau. La consommation agricole, la fabrication directe de nos produits, bien sûr. Nous continuons de travailler. Nous utilisons une agriculture la plus précise possible, des systèmes d'irrigation qui ont été revus. Nous utilisons des technologies avancées pour irriguer et nous utilisons également des données pour alimenter ces processus et services d'irrigation. Nous captons également l'eau qui s'évapore des pommes de terre lorsque nous les frions. Nous pensons donc énormément à la gestion de l'eau en Europe, à l'ensemble du monde. Dans le sud de l'Espagne et même en Belgique, nous travaillons beaucoup à cette question de la conservation et de l'utilisation de l'eau. Merci beaucoup, Sylvie. Catherine, ce conseil
de gants. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous en rappeler la genèse et la manière dont vous gérez cela en Belgique et au-delà? Tout cela émergeait d'un dialogue et d'une discussion entre les différents acteurs du système alimentaire, à but lucratif, à but non lucratif, avec des organisations de la société civile également. Nous avons donc essayé de réaliser un compendium d'un maximum de voix. Ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avions mis en place un conseil de la nutrition. Nous avons permis à des personnes du système de l'agroalimentaire, du système nutritionnel, de décider ce vers quoi ils voulaient tendre en tant que ville. Nous avons donc procédé par étapes. Nous avons essayé d'être un pionnier, de prendre le devant sur le gouvernement. Et on se rend compte que la gouvernance participative fonctionne très bien dans le domaine alimentaire. Les parties prenantes de ce système alimentaire décident de la direction à suivre, mais également des budgets à allouer. C'est donc le Conseil qui a pris cette responsabilité. Si nous voulons prendre les bonnes décisions, nous devons bien dépenser l'argent qui est à notre disposition. Et nous pourrions par exemple répliquer ça au niveau des entreprises. Pourquoi ne pas inviter les différentes parties prenantes à réfléchir ensemble à la manière dont les budgets doivent être alloués? Avoir toutes ces personnes autour de la table. On parle souvent de la circularité du système, de la proximité des aliments. Mais on parle en fait aussi d'un endroit où on peut se retrouver les uns avec les autres, d'un espace où l'on peut créer des opportunités. C'est très intéressant. Une fois de plus, ça stimule un certain respect de l'un à l'autre et le respect est essentiel pour trouver les bonnes solutions. J'aurais aimé également répondre à la question sur la sécurité ou l'insécurité alimentaire, si vous me le permettez. Allez-y, Catherine. On a parlé plusieurs fois aujourd'hui de l'insécurité alimentaire, de la sécurité alimentaire. Et l'insécurité alimentaire est un vrai problème dans les pays tels que la Belgique. Alors oui, nous devons payer davantage pour notre alimentation. Il faut également des mécanismes de solidarité pour faire en sorte que tout fonctionne. Et dans des villes telles que Bruxelles, telles que Gand, il y a des endroits où vous n'avez pas accès à de l'eau potable si vous ne marchez pas 10 km, ce qui est un vrai problème. Les commerces savent fournir cet accès à la nourriture, savent fournir cet accès aux aliments. Ils doivent donc assumer leurs responsabilités. Ils ne doivent pas simplement s'intéresser aux régions les plus riches d'un pays où il est facile d'ouvrir un supermarché. Il faut également que ces chaînes soient présentes dans les déserts alimentaires, dans les déserts des pays. Et la réponse à la pauvreté est bien sûr le revenu. L'alimentaire est un énorme secteur. On a dit le nombre de personnes qui travaillaient dans ce secteur-là. Si vous parlez notamment de la crise ukrainienne, de la crise des migrants et des réfugiés qui arrivent dans notre pays, vous constaterez rapidement que l'Ukraine est un pays qui dépend de l'agroalimentaire. Imaginez le potentiel en termes de revenus, en termes d'emploi, la possibilité de créer des emplois. Et il y a beaucoup de villes qui fonctionnent de la même manière à travers le monde. Toronto, par exemple, a mis en place un programme pour les migrants où les migrants, ces derniers, sont formés de manière à lancer des startups dans le domaine de l'alimentaire. Ils ont l'expertise, ils ont les connaissances. Quito, en Équateur, en est un autre très bel exemple. 4 000, 5 000 agriculteurs ont chacun leur petit terrain de terre, leur petit lot, et le système leur permet d'obtenir des revenus de ce qu'ils produisent, sur la base de ce qu'ils produisent. Ça génère des revenus, et c'est l'une des solutions à de nombreux problèmes que nous connaissons, surtout l'insécurité alimentaire. Merci beaucoup Catherine. Je vais repasser la parole à Jack, et on va s'appuyer ici sur votre expérience en matière de politique alimentaire. Selon vous, où nous trompons-nous? Et que faisons-nous de bien?
Très bonne question. Il y a un domaine dans lequel nous ne sommes pas bons, c'est celui de la discussion, plutôt des limites que nous formons nos discussions. On présente toujours l'agriculture comme un problème qui doit être résolu. Si on regarde l'impact de l'agriculture en termes de gestion des terres, d'eau et autres, il y a bien sûr un impact énorme. Mais si nous procédions à la même agriculture que dans les années 1960, nous aurions besoin d'1 milliard d'hectares de plus. Or, nous ne les avons pas. Vous voyez donc qu'il y a des forêts qui sont déforestées pour l'agriculture, mais on ne voit pas ce qui était déjà présent. Pour produire du maïs, aux États-Unis, on utilise 60% de moins, on érode 60% moins les terres qu'on le faisait, beaucoup moins d'eau et beaucoup moins de ressources que dans les années 1960. Mais on demande aux agriculteurs de produire encore plus. Ce n'est pas qu'ils s'empirent, qu'ils empirent d'année en année, c'est juste qu'ils accusent de plus en plus de retard à cause des défis auxquels ils font face. Et ce que je voudrais dire ici, je voudrais encourager les personnes à le présenter de la manière suivante. L'agriculture s'améliore, mais pas suffisamment rapidement. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Jack. Je me rappelle dans les discussions que nous avons parlé de 50% de surpoids au sein de la population. Près d'1 milliard qui n'a pas accès à un repas. Situation qui a encore été empirée par cette épidémie ou la pandémie. Il y a donc un véritable manquement dans notre système alimentaire et on tombe à court de temps, Jack. Mais à l'avenir, que devrions-nous faire? Ça semble être un système échu, mais s'il l'est maintenant, quand a-t-il été vraiment fonctionnel? Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, soit 5 ou 6 à 8% de la population mondiale vont se coucher en ayant faim. Mais il y a de nombreuses années, on parlait de 30%. C'est important également de s'en rappeler. Lorsque l'on parle de l'agriculture il y a 10 ans, on parlerait d'intensification durable. On ne parle pas uniquement également d'agriculture régénérative qui tenait compte de certains facteurs tels que la qualité des sols. On s'améliore aujourd'hui. C'est très important de le répéter également. Mais il faut autonomiser les agriculteurs pour qu'ils puissent utiliser les outils et nous ne devons pas les blâmer de ne rien avoir fait. Rien pour le moment. C'est en vérité une conversation qui doit se faire entre les agriculteurs, les acteurs du système alimentaire et les consommateurs. Une fois de plus, en changeant le système du point de vue comportemental, on peut obtenir de meilleurs résultats. On peut faire en sorte que les personnes améliorent leurs habitudes alimentaires, qu'elles consomment davantage de meilleures calories. C'est une question de comportement, ce n'est pas une question de changement de l'industrie alimentaire. Si vous avez un steak, vous n'enlevez plus le gras parce que, comme les grands-parents pouvaient le faire, parce que le système le fait déjà pour vous. Ce qui reste ne pas forcément facile à faire, mais il faut bien sûr garder à l'esprit que nous avons beaucoup progressé. Il y a également énormément de nourriture qui est gaspillée. Très rapidement, le gaspillage alimentaire n'est pas un problème, c'est un millier de problèmes à la fois. Le pain, les pommes ou la viande, nous ne parlons pas des mêmes denrées. Et il faut le reconnaître. Pour résoudre ce problème, nous devons mettre le doigt là où le bas blesse. On parle une fois de plus d'éducation, éducation à la question du gaspillage, comprendre ce que nous pouvons faire, comprendre l'importance des étiquettes. Silvio, avant ce panel, on a parlé des facteurs externes et de l'impact sur la fixation des prix. Quel est votre point de vue à ce niveau-là? Quel serait selon vous l'impact direct si nous tenions compte des facteurs externes et quel impact cela aurait sur le prix de vos denrées, de vos produits? Très bonne question, une question très complexe, bien sûr. On le constate avec le prix du carbone. On essaye de répercuter le prix du carbone sur l'ensemble de nos décisions.
On essaie donc de voir l'ensemble du tableau et de tenir compte d'un maximum de facteurs externes. Ceci étant dit, je ne pense pas que les consommateurs seraient prêts à payer ce que nous leur demanderions. Comme je l'ai dit, ils sont prêts à payer pour la valeur seulement s'ils ont l'argent nécessaire. Ce sera donc une grande tension dans le milieu de l'entreprise. Il va falloir absorber une forte augmentation des prix dans nos business models et également absorber l'augmentation des facteurs externes. Je vais maintenant vous donner la parole, il nous reste 7 minutes. Si vous avez une question pour l'un des trois panélistes, s'il vous plaît, n'hésitez pas à demander la parole. Je ne vois pas de questions sur mon écran. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Javier Ruiz, la WWF, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut lui amener un micro? Merci. Bonjour à toutes et tous. Javier de la WWF. Jack, j'aurais aimé vous poser une question. Vous nous avez raconté deux histoires. La première sur la manière dont la consommation a évolué, sur la manière dont nous avons adopté des régimes différents du passé et une augmentation au cours des 50 dernières années. Ma question pose sur ce dont on vient de parler. Si nous avons tout bien fait, qu'aurions-nous pu économiser en termes de ressources environnementales? Quel aurait été l'impact positif? Comment aurions-nous pu éviter la situation dans laquelle toutes les personnes adoptent des régimes pas sains? Il faut mettre en place des politiques qui soutiennent des régimes sains. Et c'est très important. Nous ne pouvons pas dire aux personnes ce qu'ils doivent manger. Mais je ne trouve pas ça logique. Parce que quand on nous dit de manière insidieuse ce que l'on doit manger en permanence, et ça l'a également très clairement démontré dans les études. Mon impression est la suivante. Je pense qu'on est conditionné, qu'on a adopté des régimes et que nous n'avons pas eu le choix. J'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez. Merci beaucoup, Jack. Pendant 10 000 ans, on a demandé aux agriculteurs de faire une chose, produire davantage de denrées alimentaires. Jusqu'au moment où on leur a demandé non pas de produire plus, mais de produire également mieux. Il s'agit donc d'une transition. C'est également très compliqué, car produire plus de denrées alimentaires va avoir un impact sur leur prix. Réduire la faim va également mener à une surconsommation. On va donc devoir compter sur la politique pour savoir exactement comment nous devons progresser. L'augmentation des prix va rendre les personnes les plus pauvres moins sûres, alors que les personnes les plus riches vont continuer de s'enrichir. Énormément de politiques essaient de se pencher sur ces questions, mais on constate bien souvent que les conséquences sont contraires aux effets désirés. Dans les entreprises et dans les sociétés, on remarque que très souvent les solutions qui sont proposées sont des solutions faibles en graisse. Si un cookie faible en gras est meilleur pour ma santé, alors de nombreuses personnes vont comprendre qu'ils peuvent manger toute la boîte. C'est un burger végétal, je peux donc en manger 2. Ce n'est pas parce que c'est un burger végétal que c'est sain. Ce n'est pas parce que c'est meilleur pour la santé, pour l'environnement, que c'est meilleur pour votre santé. Nous commençons à le comprendre, nous commençons à comprendre ce que nous devons faire pour améliorer notre travail et comment nous devons l'aborder sous l'angle politique. Je suis particulièrement optimiste, mais je le suis parce que nous avons les outils, nous avons un certain nombre d'exemples que nous pourrons utiliser, que nous pourrons appliquer. Et un dernier exemple avant de donner la parole. Au Royaume-Uni, il y a la collaboration pour une vie plus saine,
qui a déjà travaillé en collaboration avec les épiceries et tout au fil des années, dans la reconception de ces épiceries, ils ont été capables d'augmenter les ventes de fruits et de légumes de 15%. Les consommateurs n'ont pas l'impression d'acheter plus. Ils font juste une pause et mettent quelque chose dans leur panier. Il faut donc essayer de comprendre comment arriver à modifier le comportement des consommateurs sans pour autant qu'ils le ressentent. Merci beaucoup, ce qui m'amène à la prochaine question. Et je la lis sur l'écran. Catherine, je vais vous poser cette question si vous n'avez pas de problème. Elle nous vient de M. Hauser. L'augmentation des prix pour tout type de raison ne peut être une solution aux problèmes alimentaires. Pourquoi ne pas assumer directement que la nourriture saine est plus chère? Les entreprises continuent de générer des bénéfices. Pourquoi les consommateurs doivent payer davantage et davantage de repos pour une nourriture saine alors que c'est un droit humain? C'est une question qui avait été posée lors du panel précédent également. Pourquoi croire que la nourriture saine est plus chère? Ce n'est pas toujours vrai pour les fruits et légumes, par exemple, ou les fruits de saison. Catherine, s'il vous plaît? Oui, je pense qu'il faut ici faire prévaloir le choix le plus facile, le choix logique. Si on se penche sur les 20 dernières années, on ne constate pas pour autant que le prix des denrées alimentaires a diminué, car c'est tout le contraire. Prenez un exemple, un agriculteur belge qui vend 1 kilo de pommes de terre reçoit 12 centimes. Ce même sachet est payé coûte 1,20 € en magasin. Or, je peux vous dire que 80% des marges sont payées directement au magasin, alors que l'agriculteur a certainement consenti bien plus d'efforts que la simple machine qui a mis les pommes de terre dans un sachet. Nous devons donc pouvoir compter sur l'expertise des supermarchés, mettre en place un guichet unique, une solution pratique, mais en gardant à l'esprit les principes d'une chaîne alimentaire, d'une chaîne d'approvisionnement intégrée. Je vois toutes ces initiatives ascendantes qui essayent de développer le bon modèle, les grands acteurs qui essayent vraiment de tirer le meilleur des deux mondes. Merci beaucoup. Je vois une autre question dans la salle. Quadrant, s'il vous plaît. Madame qui lève la main, est-ce qu'on peut lui amener un micro, s'il vous plaît? While we're waiting, I'd make a plug for making frozen and canned. Nous parlons beaucoup de nourriture fraîche, mais il ne faut pas démoniser les aliments en boîte et congelés. Pour beaucoup de personnes, c'est la meilleure option. Et il ne faut pas décourager les gens de l'utiliser. C'est très souvent un très bon choix. Qui souhaite prendre la parole? Merci. Une très bonne discussion, Jack. Vous nous avez dit qu'il faut regarder vers le passé. Le système ne fonctionne pas mal, mais c'est mieux. Bon, comme c'est maintenant, nous avions besoin de plus de production, plus de nourriture. Nous produisons suffisamment, nous perdons beaucoup de nourriture. Nous entendons aussi que les consommateurs devraient payer plus, ceux qui payent plus, mais je pense qu'il est très facile de faire des reproches aux consommateurs. Je pense que c'est bien de dire que les agriculteurs devraient le dire, mais cela nous fait parler de PepsiCo Global, qui ont une grande influence sur le système. Alors, pendant que nous réfléchissons à ce que nous faisons, pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que nous ne voulons pas peut-être un monde où PepsiCo pourrait mener, au lieu de réagir à ce que veulent les consommateurs, au lieu de réagir aux politiques ou au système où PepsiCo serait celui qui nous aide à faire les choix plus sains. C'est d'avoir quelque chose de sain pour nous aider à faire ce changement avec ces grands joueurs qui répondent à cette demande. Je voudrais savoir ce que vous en pensez aussi, si cela pourrait vouloir dire que PepsiCo ne va peut-être pas arriver aux mêmes objectifs bruts qu'avant, mais peut-être à plus long terme avec une meilleure organisation pour vous et pour la planète. Merci pour cette question. Sylvie, est-ce que vous voulez répondre?
Je vais essayer. Nous espérons transformer les produits que nous vendons, que les produits qui font la plus grosse partie de notre portefeuille. Nous avons le gazpacho, nous avons le même genre de choses aux États-Unis. Nous sommes la plus grosse boîte de noix dans le monde et je pense que tout le monde le sait. Et nous ajoutons d'autres éléments. Notre but n'est pas la transformation, car on ne pourra pas changer le comportement du consommateur. Mais si nous avons des snacks qui ne sont pas très sains, ou si nous avions des snacks qui étaient sains, ça ferait toute la différence. Donc la transformation est importante, mais il faut que ce soit plus sain, comme les exemples que je viens de donner. Alors, quel est l'impact de la crise en Ukraine pour PepsiCo en Ukraine et en Russie? Cela a un impact sur l'emploi, bien sûr, sur la vie des gens. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de l'impact de la crise des personnes sur le terrain, les personnes qui travaillent pour votre société? Oui, nous avons en Ukraine pour les produits laitiers. Nous avons une société pour les produits laitiers. Nous avons aussi les boissons, 3100 associés. 600 personnes sont déjà parties dans les différentes régions de l'Ukraine et plus de 200. Nous avons arrêté les usines le premier jour de la guerre. Nous soutenons toutes les familles. Et en Europe, dans d'autres pays comme la Roumanie et la Pologne, nous essayons de soutenir toutes les familles dans la mesure du possible. Donc, nous n'avons pas de business à l'heure actuelle en Ukraine et nous ne nous attendons pas à ce que cela change. Pour le moment, la première priorité, nos employés, leurs familles, et nous faisons notre possible. Bon, merci pour cela. Je vais m'adresser à l'équipe technique. Est-ce que nous avons notre prochain orateur? Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez... Est-ce que tout va bien? Très bien. Je vais terminer ici. Je vais remercier les orateurs, M. Jacques Bobo, Catherine Verbeke et Sylvia Popoviciu. Excusez-moi. Qui nous ont rejoints en ligne. Je vous remercie très chaleureusement. Je vais maintenant présenter notre prochain invité. Si vous voulez retourner dans l'auditorium,